Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que les épisodes précédents sur le transfert de conscience, vous plaisent. Je vous en ai sorti normalement 2 avant donc la sortie de cet épisode-ci. Il y aura bien sûr une troisième partie, puis après on parlera, de la petite surprise, mais ça vous le saurez dans l'épisode qui suivra, concernant le transfert de conscience. Aujourd'hui, on va faire un épisode un peu plus différent, su qui va se concentrer un peu plus sur les exoplanètes. On va revenir un petit peu sur l'astronomie, tranquillement. On parlera plus précisément des exoplanètes océaniques et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à découvrir, que l'on va découvrir ensemble. On va essayer de définir ce que c'est une exoplanète océanique. On va parler des découvertes et des études, qui sont en cours et de l'importance même, de faire des recherches comme ça, de chercher ce type de planète. On parlera vraiment de tout un tas de choses, concernant même l'environnement et les conditions de vie, potentielles, les implications philosophiques et les futures explorations, comme j'aime le faire à chaque fois dans chaque épisode. Et on parlera aussi des technologies, et de la méthode en fait, pour étudier ces exoplanètes, océaniques. Et puis j'ai rajouté une dernière section, pour le fun, parce qu'il faut parler aussi des perspectives et même des défis, qui vont arriver dans le futur par rapport aux dernières technologies qui vont arriver, qui vont émerger. Et donc du coup, ça permettra une meilleure détection, une meilleure analyse et donc du coup, on en saura un peu plus sur comment se forment les planètes, la structure de l'univers et etc. Concernant petit point sur la chaîne, donc là, on est vraiment on a dépassé donc les 500 abonnés et ça, c'est cool. C'était l'objectif, de toute façon de cette année et je voulais par contre dépasser aussi les 3000 heures, de visionnage donc pour que je puisse commencer, on va dire à percevoir un petit revenu, donc pour m'aider entre guillemets à avoir un petit retour un petit peu du travail que je fournis et donc voilà, je suis en train de réfléchir à pas mal de choses, déjà bon, c'est sûr que je vais mettre en place, on va dire, i vous allez vous retrouver avec des épisodes où vous allez avoir des publicités. Forcément au bout d'un moment, j'aurai pas le choix, plus j'avance dans le temps sur la chaîne, plus je grandis et donc du coup, ça me prend beaucoup plus de temps aussi à chaque fois de répondre à tout le monde, de créer les épisodes, en plus de mon travail et donc du coup, voilà, c'est vrai qu'un petit coup de pouce, ça peut dépanner donc si j'ai un petit peu de une petite rémunération de YouTube, bah, même si au début ça sera rien mais ça sera déjà ça et je pense mettre en place aussi un Tipeee, peut-être pour ceux d'entre vous qui voudraient, peut-être m'aider par rapport au travail que je vous fournis, par rapport aux épisodes que je vous fournis. Je vois qu'il y a des abonnés qui sont vraiment fidèles et qui sont tout le temps là et donc peut-être que ça pourrait, les intéresser. Donc j'essaierai de créer ça et donc si vous êtes, plutôt ouvert à ce genre de «partenariat» entre guillemets, je crée des épisodes pour vous apporter des connaissances et que vous ayez, donc une bonne compréhension un petit peu de tout un tas de sujets différents, qui concernent la science-fiction, l'astronomie, même la robotique, la conscience, il y a tout un tas de sujets dans lesquels je travaille et qui me passionnent et donc du coup, c'est quand même pas mal de travail. Je me prends pas mal la tête pour le faire, mais ça reste quand même un plaisir à chaque fois que je le dis comme ça, mais ça reste quand même un plaisir. Donc voilà, je vais mettre ça en place. Vous me direz si ça vous va dans les commentaires, comme d'habitude et donc on va commencer de suite, l'épisode maintenant que j'ai fait le petit point sur la chaîne. Allez, c'est parti. Donc déjà, on va commencer par introduire en fait, ce qu'est, une exoplanète océanique. Les exoplanètes océaniques, donc c'est des mondes qui sont vraiment très lointains et qui évoquent, souvent des vastes étendues d'eau de notre propre planète. Ça constitue donc un champ d'études passionnant dans la recherche astronomique moderne et donc l'idée d'exoplanètes recouvertes d'océans, c'est non seulement captivant pour l'imagination, mais ça pose aussi également des questions fondamentales en fait sur la nature de la vie dans l'univers et les conditions nécessaires à son émergence, et à sa survie. Alors, une exoplanète océanique, elle est typiquement en fait une planète qui possède une quantité substantielle d'eau liquide à sa surface. Et contrairement aux planètes rocheuses comme la Terre, qui ont des continents, des océans distincts, eh bien les exoplanètes océaniques, elles pourraient avoir leur surface entièrement ou presque entièrement submergée sous des océans. Donc dans certains cas, ces océans ils pourraient être profonds, de plusieurs centaines de kilomètres, et qui cachent sous leurs vagues des secrets sur la composition et l'histoire de ces mondes lointains. Concernant la découverte et les études.
La découverte de telles planètes se fait principalement par les méthodes de transit. Je pense que vous avez déjà entendu se parler de ça dans mes épisodes. Et aussi de vitesse radiale. Donc c'est utilisé pour détecter la plupart des exoplanètes. Ces méthodes permettent non seulement de confirmer l'existence de ces planètes, mais aussi grâce à l'étude de la lumière des étoiles qui est filtrée à travers leur atmosphère, de la lumière étoilée qui est filtrée à travers leurs atmosphères, et bien de spéculer en fait sur leur composition. L'étude en fait elle permet de spéculer justement sur la composition que nous donne la lumière. Donc l'analyse spectrale, elle peut suggérer la présence d'eau en abondance, et donc, selon les scientifiques, c'est un indice crucial qui pointe vers la nature océanique de la planète. Maintenant, il faut se poser la question aussi de quelle est cette importance justement du côté scientifique. Elle est forcément cruciale en fait pour comprendre la distribution de l'eau dans l'univers, donc c'est un élément essentiel à la vie telle qu'on la connaît. Et de plus, ces planètes, elles offrent un laboratoire naturel pour étudier les interactions entre l'eau, l'atmosphère et la géologie à une échelle en fait qu'on ne peut pas observer dans notre système solaire. Donc chaque découverte qu'on observe, qu'on apprend, eh bien ça nous rapproche d'une compréhension encore plus profonde de la formation planétaire et de la possibilité de vie au-delà de la Terre. Alors après, il y a quand même un point sur lequel je voulais quand même discuter un petit peu avec vous là-dessus. C'était sur la perspective en fait d'observation d'une civilisation avancée. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que bien évidemment quand je vous parle de détection de planètes océaniques, d'exoplanètes océaniques, ça pourrait suggérer qu'il y aurait peut-être de la vie potentiellement. Et donc quand j'ai créé cet article, je me suis dit: «Bon, je vais vous rajouter quand même un petit point en plus, une petite section en plus, pour parler quand même d'un point que j'ai pas vraiment parlé sur ma chaîne». C'est, le fait de la perspective d'observation en fait d'une civilisation avancée. Donc la possibilité en fait qu'une civilisation extraterrestre avancée puisse nous observer, elle soulève quand même des questions qui sont, ultra fascinantes, et sur ce qu'ils pourraient même percevoir de la Terre et de l'humanité en fait, à travers des instruments puissants, des instruments puissants d'observation. Et donc si une civilisation, elle avait par exemple 1000 ans d'avance technologique, sur nous, et nous observait avec un télescope extrêmement puissant, eh bien, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'ils pourraient potentiellement voir, J'ai fait quelques petites recherches, j'ai utilisé un petit peu l'IA aussi, je vous l'accorde, pour essayer d'avoir un peu plus de ressources différentes. Et donc, on va parler un petit peu d'observation de la Terre depuis l'espace, vous allez voir. Donc, une civilisation qui est technologiquement avancée, elle disposerait probablement en fait de télescopes capables de capturer des images de haute résolution de planètes lointaines qui sont similaires à la Terre. Tout d'abord, il y a 2 points dans ces observations, c'est la signature lumineuse et l'activité. Donc grâce à leurs instruments avancés, ils pourraient observer les lumières des villes, les modifications des paysages qui sont dues à l'urbanisation, et même des événements en temps réel, comme les grands travaux de construction et les changements environnementaux significatifs, comme les grosses tempêtes, les aires glaciaires et trucs comme ça. Ensuite, nous avons l'atmosphère et l'environnement. Ils seraient même en mesure d'analyser la composition de notre atmosphère et ils pourraient même détecter des changements comme l'augmentation des gaz à effet de serre et les variations saisonnières de la végétation à l'échelle mondiale. Alors, c'est un peu comme nous, mais sauf que nous, on le fait que, on va dire, avec la bande spectrale lumineuse que nous donne l'étoile, par exemple, ou par transit. Alors il y a d'autres méthodes de détection aussi, mais on en parlera plus tard. Ensuite, on va parler aussi des détections de signaux et de communication. Ça aussi, c'est la plupart des gens, je pense qu'ils y pensent pas, mais on envoie tout un tas de signaux de communication, des musiques, des films, voilà, tout un tas de signaux différents. Et donc, ça traverse l'espace, et petit à petit, si une civilisation avancée pouvait capter cela, eh bien, elle verrait en fait ce qu'on aurait envoyé il y a 30, 40 ans, 70 ans. Ou même peut-être 1000 ans. Tout dépend à quelle époque nous on est actuellement. Ensuite, parlons un peu de la technologie et des infrastructures. L'analyse des fréquences et des types de signaux, il pourrait aussi leur donner des indices sur notre niveau technologique et sur les types de technologies qu'on utilise, quoi. Alors, quelles sont les implications justement d'une telle observation? Parce que l'idée en fait qu'on pourrait être observé de cette manière, elle soulève des questions sur la confidentialité, la sécurité, les implications philosophiques de notre place dans l'univers. Mais en même temps, j'ai envie de dire,
Est-ce que nous, on s'est arrêté pour le faire? Je veux dire, nous, on envoie des signaux partout, on envoie des trucs dans l'espace et on capte, on analyse l'univers dans ses moindres petits détails avec tout un tas d'appareils différents et on n'est pas là en train de se dire, est-ce que c'est bien de faire ça ou pas? Donc déjà, il y a des considérations éthiques et de sécurité qu'il faut prendre en compte, c'est savoir que ce qu'on pourrait observer pourrait influencer les politiques de sécurité nationale et internationale, hein, ainsi que notre propre initiative en fait, hein, d'observation spatiale. Donc vous voyez, ça peut mener très loin. C'est pour ça que j'en parle. Et il y a aussi les réflexions philosophiques, parce que ça pourrait aussi également renforcer l'intérêt pour le message qu'on pourrait souhaiter envoyer à l'univers, hein, tant sur le plan culturel que technologique. Donc on pourrait influencer des civilisations, par exemple, ce qui n'est pas normalement éthique, selon moi. Donc, en conclusion, si une civilisation elle avait 1000 ans de technologie avancée sur nous et qu'elle nous observait, elle pourrait avoir une vue assez précise de nos activités et de notre environnement. Et donc ça souligne quand même l'importance de réfléchir à la manière dont on va gérer notre planète et communiquer avec l'extérieur. Et ça va révéler de facto l'interconnexion entre l'exploration spatiale et la responsabilité globale. Voilà, c'était un petit point que je voulais quand même parler, mais c'est quand même très important d'en parler puisque ce que nous on fait, il faut pas que les autres, enfin les contraintes que nous mettons, eh bien, il faut que ça soit en harmonie avec les autres civilisations, s'il y en a d'autres qui existent, par exemple. Mais en tout cas, je pense qu'une civilisation suffisamment intelligente, ferait attention et ferait en sorte de laisser une civilisation, évoluer tranquillement, sans avoir un apport de technologie ou un contact, extraterrestre comme on pourrait le penser. Puisque ça serait contre nature finalement par rapport à leurs règles, à leurs droits, aux aux obligations qu'ils ont. Donc ça me renforce un peu dans l'idée de me dire que, bah, la Terre en fait, elle a peut-être pas été finalement visitée puisque si elle a vraiment été visitée eh bien, ça rentrerait en contradiction finalement avec les principes même, des grandes civilisations de type 1, 2, 3, et plus. Donc ça serait contre nature et ça ferait un contre-développement. Ouais, ça n'aiderait pas en fait à l'évolution et à la prospérité des civilisations, dans l'univers. Allez, revenons un petit peu maintenant sur, l'environnement et les conditions de vie potentielles, hein, sur les exoplanètes, océaniques. Là, on a fait le petit point sur les civilisations qui pourraient potentiellement nous observer. C'est quelque chose quand même que je voulais quand même parler, mais on y reviendra de toute façon bien plus précisément dans un autre épisode que je suis déjà en train de préparer. Il est assez long, mais on va couvrir quand même tout un tas de sujets là-dessus et vous allez voir que ça fait tourner la tête. Allez, c'est parti, retournons au point numéro 2, l'environnement et les conditions de vie potentielles. Alors donc les océans, hein, qui recouvrent les exoplanètes océaniques sont bien plus que des simples étendues d'eau salée, hein. Et d'ailleurs, c'est peut-être même pas que salé, ils constituent quand même des écosystèmes qui sont très complexes et qui pourraient peut-être potentiellement abriter de la vie. Et donc ça pose des questions intrigantes, hein, sur la nature de cette vie et des adaptations nécessaires, hein, pour survivre dans un environnement aussi particulier. Alors bien sûr, vous savez tous que sur Terre déjà, on a pas mal d'exemples vraiment incroyables qu'on pourrait citer, sur les espèces qui pourraient vivre près des fumerolles par exemple, hein, les petites cheminées qu'il y a vraiment au fond, du tapis océanique et donc du coup, ça dégage quand même, pas mal de ça dégage, on va dire, entre guillemets, des conditions, genre je suis pas spécialiste là-dedans, mais ça dégage quand même des conditions quand même assez extrêmes et donc du coup, on s'aperçoit qu'il y a quand même, des espèces qui arrivent à vivre et qui se nourrissent même, de ce que dégagent ces fumerolles donc je peut-être que je ferai un épisode là-dessus sur les fumerolles, mais c'est vrai que c'est quand même assez intriguant et c'est assez intéressant de se dire que, bah, même sous des conditions, très, très violentes ou très extrêmes et bien, les espèces arrivent quand même à vivre et à se développer. Donc concernant les conditions sous-marines, hein, donc sous la surface des océans extraterrestres, les conditions, elles pourraient, varier considérablement en fait, hein, de celles des océans terrestres, comme je vous l'ai dit. Par exemple, la pression, la température, la composition chimique de l'eau. Ça jouerait forcément un rôle crucial dans la détermination, des formes de vie possibles. Autrement dit, ça pourrait, jouer un rôle crucial sur la forme que pourrait prendre, cette forme de vie.
Donc on voit que sur Terre, il y a tout un tas d'insectes différents avec des formes improbables, incroyables. Et bien sur des exoplanètes avec des compositions chimiques, des pressions, des températures différentes, on pourrait se retrouver effectivement avec des formes de vie qui seraient complètement, improbables, ou presque on n'aurait même pas pensé et donc voilà, c'est je trouve ça assez intriguant. Donc par exemple, il y a des océans, hein, qui sont, sous une épaisse couche de glace, hein, comme ceux qui sont envisagés sur certaines exoplanètes, hein. Elles pourraient être chauffées en fait par le noyau de la planète, donc du coup, ça créerait des environnements chauds et riches en minéraux autour de ces sources, hydrothermales, hein, sous-marines, comme on peut dire. Alors, ça nous amène bien sûr à un potentiel biologique puisque, le potentiel pour la vie dans ces océans, il dépendrait donc non seulement des conditions physiques, mais aussi de la capacité des organismes à utiliser les ressources qui sont disponibles sur l'exoplanète. Donc sur Terre, par exemple, les écosystèmes hydrothermaux, qui sont profonds, hein, ils abritent des formes de vie qui tirent de leur énergie en fait des minéraux plutôt que de la lumière solaire, quoi. Parce qu'il n'y a pas de lumière qui atteint le sol océanique. Donc il y a des processus qui sont similaires, hein, qui pourraient exister sur des exoplanètes océaniques, où la vie en fait elle pourrait s'adapter à des conditions d'obscurité permanente et à des sources d'énergie chimique. Donc, de facto, ça crée des corps ou des formes de corps, qui seraient complètement différents, quoi. Ça nous amène bien sûr à des défis, dans cette exploration, hein, océanique. Le fait d'explorer ces mondes aquatiques, ça pose des défis techniques, considérables. Envoyer par exemple des sondes à travers des océans profonds, hein, sous des couches de glace, ça nécessiterait donc une technologie avancée, capable de résister à des pressions qui sont énormes et de fonctionner dans un environnement extrêmement froid et sombre. Et en plus, il faut envoyer la navette, il faut envoyer le vaisseau, il faut que le vaisseau puisse se détacher du vaisseau enfin, il faut que la navette océanique puisse se détacher du vaisseau, qu'elle puisse, on va dire, tout dépend de la terre, sur lequel elle va, mais elle va devoir atterrir ou allunir ou, je sais pas comment on peut dire sur l'exoplanète. Et donc du coup, de facto, elle va devoir utiliser un autre système qui lui permet de rentrer dans une condition océanique et donc de résister à une pression incroyable. Alors, je pense que je n'ai pas fait encore le parallèle entre la pression, extrême, océanique et la pression, dans l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une pression, standard dans l'univers qui exerce en fait une pression sur le vaisseau et j'ai pas encore j'ai pas encore cherché en fait, si la pression océanique pouvait être plus importante que celle qu'on rencontre, lorsqu'on voyage dans l'espace, quoi. C'est une bonne question qu'il faudrait se poser. Mais bon, les avancées dans le domaine des sous-marins autonomes, hein, sur Terre, déjà, ils pourraient un jour ouvrir la voie à des missions similaires, hein, dans l'espace lointain. Et comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes précédents, les matériaux ne font qu'évoluer et donc du coup, on va se retrouver avec des matériaux qui seront vraiment presque indestructibles et qui pourront s'adapter. Et même, on pourra rajouter de la nanotechnologie et on pourra même rajouter de l'IA et peut-être même créer des biomatériaux, comme j'ai déjà très souvent parlé dans mes épisodes. Allez, continuons maintenant sur le dernier point de cet épisode, c'est les implications philosophiques et les futures explorations. Et après, on va couper et on fera la suite dans le prochain épisode. Donc la découverte et l'étude des exoplanètes océaniques, elle a non seulement des questions scientifiques et techniques, hein, qui se posent à nous, mais elle soulève aussi également des questions philosophiques profondes, hein, sur notre place dans l'univers et la nature de la vie. Comment elle a été créée et d'où elle vient, quoi, en fait. On ne sait toujours pas, finalement, si elle vient réellement de la Terre, la vie, ou si nous-mêmes nous venons réellement de la Terre, ou si on vient des étoiles, de par les météorites, l'apport d'eau par rapport aux météorites ou aux astéroïdes. Bref, c'est très compliqué et on n'est toujours pas sûr là-dessus. Donc la recherche de la vie extraterrestre aussi est omniprésente, hein, dans notre civilisation. On est tout le temps en train de rechercher la vie extraterrestre. Cette quête pour découvrir si on est seul dans l'univers, elle a longtemps, et elle restera longtemps, captivante, pour notre humanité. Et donc les exoplanètes océaniques, hein, c'est des candidats quand même qui sont vraiment, prometteurs pour cette recherche parce que, comme vous l'avez compris, ça offre la possibilité de trouver des formes de vie qui sont totalement différentes de ce qu'on connaît. Mais en plus, si elles sont dans la limite, tempérée, hein, de son système solaire, donc c'est-à-dire qu'elle est ni trop loin ni trop près de son soleil, eh bien cette planète, et en plus si elle est océanique, elle pourrait potentiellement, abriter de la vie. Alors elle pourrait être un tout petit peu loin,
un peu plus loin, donc un peu plus froide, si je peux dire. Et donc du coup, ça n'exclurait pas potentiellement qu'il y aurait des formes de vie. Il pourrait y avoir des formes de vie. Par contre, si c'est trop près, voilà, un peu comme Mercure ou Vénus, là, voilà, c'est sûr que bon, bah, il y a trop de radiation et c'est trop chaud. Donc forcément, l'eau, elle ne reste pas et elle s'évapore. Continuons maintenant pour finir cet épisode sur l'impact culturel et sociétal et la planification en fait des futures missions. Alors bien sûr, vous vous en doutez, je pense, mais si on confirmait par exemple que la vie sur d'autres planètes pouvait exister ou si vraiment on avait un- un visuel, une identification, une confirmation que la vie existait sur une autre planète, bah, forcément ça aurait un impact incroyable et profond sur notre culture et sur sur notre société, en fait. Ça pourrait être vraiment, heu, un bouleversement, incroyable. Ça pourrait vraiment changer complètement notre compréhension de la vie, de la biologie, des questions spirituelles, philosophiques de notre existence. Ça va créer des guerres, ça va foutre le bordel, je vous assure. Dès lors on sera sûr qu'une civilisation existera sur une autre planète, ça va complètement changer, notre civilisation. Ça, je peux vous l'affirmer à 100. Parlons maintenant des planifications des futures missions. Donc, pour finir cet épisode et après on parlera bien sûr de la suite. On en parlera après. Les agences spatiales du monde entier, donc, elles planifient déjà des missions pour étudier plus en détail les exoplanètes, notamment celles qui pourraient abriter des océans. Et donc les futures missions, elles pourraient inclure des télescopes spatials plus avancés et peut-être même un jour des sondes interstellaires, qui serait capable de traverser les vastes distances qui nous séparent de ces mondes océaniques lointains. Donc ces exoplanètes océaniques, elles offrent une fenêtre unique sur la diversité et la complexité de l'univers. On va continuer d'étudier vraiment avec un approfondissement au maximum. Ça va donc non seulement répondre à d'anciennes questions, mais aussi à poser des nouvelles questions sur la nature de notre monde et sur les mystères encore qui y sont cachés dans les profondeurs de l'espace, quoi.